Dans ce monde, nous sommes tous à la recherche d'expériences de vie. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'argent pour financer ces expériences. Moi, c'est Cédric Froment. Froment comme le blé, l'argent ou comme le spéculateur libre. Je trade et j'investis sur les marchés financiers depuis plus de 15 ans. Dans ce podcast, qui est souvent adapté d'une vidéo de ma chaîne YouTube, vous découvrirez les comportements qui font que les riches sont riches. Allez, dans le trailer mindset de cette semaine, on va parler de sorciers, on va parler de moldus et de bien plus encore. Donc on va partir d'une petite anecdote qui est l'anecdote de ma vie. Et vous allez voir comment je suis sorti d'un vaste trou noir d'endormissement de plus de 20 ans. Donc aussi loin que mes souvenirs m'amènent, j'ai toujours été un pseudo-cancre à l'école. Je dormais littéralement au fin fond de ma prison scolaire. Vous savez, l'élève à côté du radiateur. Clairement c'était moi, j'ai redoublé ma troisième, j'ai redoublé mon bac S et encore aujourd'hui j'éprouve la sensation que l'on m'a volé les 20 premières années de ma vie. C'est pour vous donner un petit peu le ressentiment que j'ai vis-à-vis du système scolaire en France. Il est assez négatif, assez fort. Donc le deal de l'école, il est assez complexe quand on analyse un petit peu ce que nous réclame l'école en tant qu'enfant. Ça implique de sacrifier sa liberté de parler. On n'a pas le droit de parler en cours, on n'a pas le droit de penser, de dire ce que l'on veut vraiment, on n'a pas le droit de circuler librement, on a vraiment les fesses clouées au banc scolaire, on n'a pas le droit de créer les choses qui nous intéressent, on est obligé de suivre un système. Pour moi, c'est une sorte d'énorme lobotomisateur géant pour les enfants du peuple humain. Mais voilà, quand j'ai débarqué à la fac, quand j'ai fait ma grande entrée à l'université, donc en fac d'économie, il y a quelque chose qui a changé de manière très forte. Et tout simplement, ce que j'ai pu analyser, c'est que le deal de l'université, il était différent, il était beaucoup plus simple et beaucoup plus honnête. Il était simple dans le sens où la seule chose qu'on nous réclamait, c'était d'obtenir la moyenne chaque année. Donc il n'y avait plus d'obligation d'être présent au cours d'amphithéâtre et bien sûr il fallait quand même être présent un petit peu au cours de TD, mais c'était pas grand chose. Et du coup, cette nouvelle problématique, ce nouveau système, cette nouvelle organisation, j'ai pu remarquer qu'elle avait engendré 3 types d'étudiants. Tout d'abord, le premier type, qui est vraiment la majorité des étudiants, c'est tous ceux qui lâchent. Ils lâchent en première, en deuxième année, même en troisième année, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'une structure autoritaire pour fonctionner, ce que l'université ne peut leur apporter. Ce sont des élèves qui ont toujours été habitués à être structurés de par ce qu'ils ont vécu dans l'école auparavant. Et là, à l'université, ils sont complètement lâchés à leur liberté de penser, de créer, d'agir, de circuler. Ils ont du mal à se structurer. Le deuxième type d'étudiants, c'est ceux qui cravachent, ceux qui travaillent énormément. Ce sont ceux qu'on voit tout le temps présents à tous les cours d'amphithéâtre. Ils agissent selon les termes de l'école, ce qu'ils ont toujours pratiqué dans le primaire, au collège ou au lycée. À savoir, plus on absorbe d'informations, plus on a une mémoire de cheval et plus on a de probabilité de réussir son année. Donc ça, ce sont vraiment les gros travailleurs. Et enfin, une toute petite et infime minorité sont ceux qui récupèrent tous les partiels corrigés des années précédentes. Donc ce n'est pas de la triche, ils ne vont pas avoir les partiels de l'année en cours, mais ils vont récupérer tous les partiels des années précédentes et leur corriger. Et l'objectif étant de comprendre ce que chaque professeur attend de ses élèves pendant un examen. Donc là, on est vraiment dans de la psychologie humaine. Donc il s'agit d'une approche qui est très stratégique et de type Pareto. La plupart des professeurs, ils ne réclament pas qu'on leur ressorte par écrit l'intégralité de leur cours pendant un examen. Loin de là, bien au contraire, les professeurs de fac sont des humains et comme chaque humain, ils ont leurs petites habitudes, ils ont leurs petites préférences, ils sont aussi un peu paresseux sur certains points, donc ils aiment corriger rapidement leur copie. Pourquoi? Parce qu'ils en ont plusieurs centaines, voire des milliers pour certains, ce qui les pousse du coup à proposer un style d'exercice dont la nature du résultat est
très précises. Ils vont pas s'autoriser des élans de création artistique pour les élèves. Non, non, ils vont vraiment avoir une structure qui est très précise. Et chaque professeur a lui-même sa propre logique. Donc ces deux points-là rendent prévisible le type de réponse à apporter lorsque l'on a accès au corrigé et donc au partiel des précédentes années. Donc la grande question, c'est comment un cancre peut-il devenir une machine à réussir à la fac alors que entre guillemets, c'est un cancre dans le sens où il n'a pas de mémoire de cheval, il a pas du tout le goût particulier des études et si on le pousse vraiment à cravacher, il aura jamais la moyenne à ses partiels. Donc ce cancre, en l'occurrence qui a obtenu une licence de finance, c'est moi. À ce jeu, la moitié du temps, le but c'est de dédier vraiment la moitié de son temps à obtenir les anciens partiels et leur corriger. Et ce genre d'objectif ne peut être atteint qu'avec d'autres camarades. C'est vraiment un acte de camaraderie, d'organisation et il faut trouver les autres camarades qui sont dans le même état d'esprit que soi, qui ont compris cette logique comportementale et qui vont avoir les mêmes objectifs. Donc ce genre d'objectif, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas l'atteindre seul. Pourquoi? Parce que pour obtenir ce fameux sésame, ces fameux partiels et ces fameux corrigés, il faut toujours faire appel à la cousine du grand frère, du cousin germain d'un camarade qui lui était qui a eu le même prof que nous 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans avant nous et qui a encore dans un vieux placard poussiéreux tous les partiels et les corrigés. Donc c'est vraiment c'est du réseautage en final, hein. C'est une première forme de réseautage et donc on s'organise pour mettre la main sur tous ces partiels et tous ces corrigés. Et du coup, l'autre moitié du temps, elle va tout simplement être consacrée à étudier ce qui compte vraiment pour obtenir non pas un 20 sur 20, mais juste la moyenne à l'examen. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'être super bon, hein. Le but, c'est juste d'être assez bon pour obtenir la moyenne. Donc pour moi cette approche elle est vraiment très stratégique et elle peut choquer hein, puisque du coup on remet un petit peu en question le système. Est-ce qu'on est vraiment là pour étudier? Est-ce que c'est vraiment là les cours sont vraiment passionnants? La réponse on va pas se la cacher hein, pour tous ceux qui ont fait des études supérieures. Il est rare de se retrouver passionné pour chacun des modules, chacun des cours que l'on a. On peut se prendre de passion pour un cours ou un deuxième, un prof qui est plus communicant qu'un autre, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et 90% des matières qui nous sont imposées ne sont pas passionnantes et on doit agir de manière stratégique vis-à-vis d'elles. Donc, cette approche ultra stratégique de la fac, qui peut peut-être vous choquer, eh bien, elle va révéler votre plein potentiel à vous adapter à la réalité authentique de ce monde. Tous les autres élèves, je parle de tous ceux qui sont travailleurs, je ne parle pas de ceux qui ont lâché en cours de route. Tous ceux qui sont ultra travailleurs, ils mettent toujours ça sur le compte du génie. Quand ils voient un élève qui n'a jamais été là, ils vont dire « Ok, ce mec-là est super intelligent, ou il a eu de la chance, ou tout simplement il a eu un pistonnage, il a payé un prof, ou que sais-je. » Mais en tout cas, jamais ils vont comprendre la réalité qui existe derrière ces résultats qui sont vraiment impertinents. Donc, c'est compréhensible hein, que ces élèves travailleurs ne comprennent pas. Ils vont vous voir 10 fois au cours d'un trimestre et vous allez obtenir des meilleurs résultats qu'eux. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas conscients de l'autre monde qui se déroule pourtant sur leurs yeux. Et ça, c'est une métaphore, c'est une fractale qui est duplicable dans toutes les thématiques de la vie. Et c'est en ça que cette petite expérience de la fac, je voulais vraiment vous la retranscrire pour vous faire comprendre qu'il y a ceux qui travaillent énormément, ceux qui lâchent l'affaire et ceux qui sont ultra stratégiques. Ils libèrent du temps, ceux-là, et ils ont du temps pour leur passion, pour vraiment s'épanouir dans un domaine que eux ont choisi. Mais ils ne vont pas se laisser choisir par le système. Donc pour cela, il y a une belle métaphore aussi dans le monde de Harry Potter. Il s'agit des moldus et des sorciers. Donc cette petite métaphore, cette petite anecdote, cette petite histoire, elle m'a été retournée lors d'un mastermind. J'ai fait la rencontre de Gaston, que je salue si tu regardes cette vidéo, qui est un entrepreneur surfeur au grand cœur. Donc il m'a marqué avec cette magnifique métaphore issue du monde de Harry Potter qui est:
voilà, je vous cite à peu près texto ce qu'il m'a dit. Cédric, d'un côté, on a des moldus, c'est-à-dire des gens normaux qui sont salariés, métro, boulot, dodo. Et de l'autre côté, il y a les sorciers. Ce sont des personnes qui créent beaucoup de choses et font beaucoup d'argent. Ils sont libres et voyagent. Lorsqu'un moldu croise un sorcier dans un bar, eh bien le moldu, il n'a aucune conscience de la véritable nature de la personne qu'il croise en face. Il ne sait même pas que les sorciers existent, il ne sait pas que c'est un sorcier. Pour lui, c'est un moldu comme un autre, il n'y a que des moldus dans ce monde-là. Par contre, les sorciers, eux, ils se baladent incognito parmi les moldus, mais eux, ils savent rapidement reconnaître un autre sorcier avec quelques questions, quelques conversations, et bien sûr, ils savent reconnaître tout le reste des moldus. Donc, ces sorciers, ils sont en tout petit nombre et ils vivent dans une réalité qui est très différente de celle des moldus. Eh bien là, c'est un petit peu le parallèle que je voulais vous faire avec la fac. On a les moldus, les gros travailleurs, et on a les sorciers, ceux qui sortent de nulle part, qui se faufilent là parmi les moldus de temps en temps et qui arrivent à obtenir des résultats là où les moldus ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Ils débarquent complètement et ils mettent simplement ça sur le compte de la génétique, du génie, de la chance, du pistonnage, de tout un tas d'excuses qui ne sont pas la réalité authentique de ce monde. Donc, on va passer maintenant à ce qu'on pourrait appeler les sorciers de la bourse. Pour devenir un sorcier de la bourse, il ne faut pas compter sur le travail à outrance, le faillotage ou le respect strict des règles. Et ça s'applique d'ailleurs à toutes les thématiques, encore une fois, de la vie, c'est une fractale. Tout cela ne rend ni heureux ni libre financièrement. Le fait de travailler comme un fou, de failloter ou d'être vraiment trop dans les sentiers battus, trop dans le système, ça ne rend ni libre ni heureux, c'est un leurre. De même qu'en bourse, le fait de connaître toutes les sociétés qui sont cotées, tout leur bilan, toute l'actualité économique, ou carrément être scotché à des écrans qui diffusent de l'actualité financière et voilà, des graphiques qui bougent toute la journée, ça ne va pas vous rendre pour autant plus efficace. C'est pas ça qui va vous permettre de passer de moldu à sorcier. Au contraire, ça ne fera que renforcer votre situation de moldu de la bourse. Donc pour faire la différence et devenir un sorcier, il faut voir ce qu'un moldu ne voit pas. Et pour cela, je vous propose d'accéder à cette vision via une petite série de 4 vidéos qui vous expliquera comment mettre en place notamment un portefeuille rentier. Donc là, ça va être une approche très particulière de la bourse qui va notamment vous permettre de profiter de ce tout nouveau paradis fiscal en France et d'ailleurs en Europe qui est en train de se développer et qui vous permet, à la manière des sorciers qui perçoivent le monde et qui pratiquent, qui exploitent certaines règles du monde, eh bien, de ne pas payer d'impôts. Alors, et c'est totalement légal en étant résident fiscal français, belge, suisse, même canadien, ce que vous voulez, européen. Vous n'allez pas payer d'impôts via cette façon et vous allez obtenir des résultats qui sont pratiquement 2 fois supérieurs à ceux d'un investissement classique en bourse en divisant par 2. Bien entendu, la volatilité, c'est-à-dire ne pas subir de crack boursier. Donc, quand les bourses baisse de moins 30, moins 40, moins 50, moins 80%, vous allez rarement avoir un portefeuille qui va baisser au-delà de moins 12, moins 13%. Donc pas d'impôt, pas de crack boursier et quasiment 2 fois plus de rentabilité que les indices boursiers. Donc voilà. Il y a la manière de faire des moldus en bourse, il y a la manière de faire des sorciers en bourse. Si vous voulez voir comment les sorciers font, cliquez sur le lien qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Vous allez être redirigé vers 4 vidéos qui vont vous expliquer tout ça en détail. Dernière info avant de nous quitter, tous les liens dont j'ai parlé dans cette version podcast figurent dans le descriptif. À la prochaine.